Aujourd'hui, on discute avec le poète, slammer, chanteur et auteur-compositeur Yaovi. On discute de sa musique, ses voyages et de comment il maintient sa relation avec sa famille et ses fans à travers les médias sociaux. Alors, suivez-moi! Je tiens en équilibre sur les aiguilles fragiles de l'amour et de l'amitié. Calme. Bonjour Yao. Bonjour Sabine. Ça fait longtemps qu'on se connaît et on se connaît depuis que tu as 17 ans, puis moi je me souviens plus quel âge que j'avais, mais on s'est rencontrés à travers une émission qui s'appelle C'est de mes affaires. Maintenant, on se retrouve sur mon divan et on parle parce que tu portes plusieurs chapeaux. Tu es auteur, compositeur, interprète, poète, slammer. Lequel de ces titres te convient le mieux si tu avais à choisir un seul titre pour toi-même? Si j'avais à choisir un seul titre, je dirais poète. À la fin de la journée, je suis un poète, je suis un troubadour. Un troubadour, il chante, il danse, il fait rire, il raconte des histoires, il récite des poèmes, il fait vraiment un peu tout, il fait du cinéma, il fait de la comédie. Donc c'est un peu la personne que je me considère être. Oui. Un peu ce troubadour poète. Puis on le voit bien sur tes plateformes sociales. D'ailleurs, comme tu dis, sur Twitter, tu as un profil assez large. Et tu te décris comme écrivain, comédien et tout ce qu'on a pu décrire tout à l'heure. Mais on voit vraiment les hauts et les bas d'être un artiste à multiples talents comme tu l'es. Quels sont les défis d'être un artiste qui est également, je te dirais, à multiples talents comme le tien? Disons, c'est de se concentrer, ou plutôt de choisir. Parce que c'est l'avantage aussi, c'est parce que tu as plusieurs avenues dans lesquelles tu peux évoluer, tu peux travailler, mais tu as toujours une idée en fait, et c'est de concrétiser tes idées. Et je pense que c'est vraiment ça qui est difficile, parce que des fois, tu vas avoir des idées, des fois, je vais avoir des idées pour des spectacles au niveau théâtral, au niveau poétique, et je suis en pleine période de création au niveau musique. Donc, je me retrouve un peu moi-même à dire, OK. Concentre-toi sur ça, concentre-toi sur ça, concentre-toi sur ça. Finis ça. Ensuite, tu vas aller travailler sur cet autre projet-là. Donc, il y a plein d'idées comme ça que tu mets en stand-by, comme on dit. Oui, puis ça porte tes fruits parce que cette année, tu as eu toute une année, tu as eu une vingtaine de spectacles déjà. Tu as été nominé 7 fois au Gala Trior. What's next, comme on dirait? Qu'est-ce qui s'en vient? Sur quoi tu te bases maintenant pour lancer ton prochain album? Wow, c'est vrai que j'ai une superbe année. J'ai non seulement ça, mais je viens juste en fait de recevoir un autre prix. Wow. Le prix Edith Butler de la Société des professionnels des auteurs et compositeurs du Québec. Félicitations. Merci. Je suis très, très heureux de ça aussi. C'est surtout le genre de prix, tu t'y attends pas. Donc, à partir de là, le nouvel album sort bientôt. Et en parlant du nouvel album, tu as tout un processus de création. Comme on peut voir à l'écran, on te voit en train de te concentrer pour écrire des textes. Peux-tu nous expliquer davantage comment tu commences ton processus? Mon processus est assez large. Je n'aime pas me limiter justement à une seule façon de créer. Je suis très introspectif, donc je vais prendre le temps de me questionner, de me demander quels sont les concepts que je veux travailler déjà pour commencer. En parlant de concepts, ton album présentement qui est sur le marché, c'est Perles et paraboles. Tu as créé toute une tollée sur les médias sociaux parce que quand tu as lancé la couverture, c'était tellement épuré, tellement créatif. Pourquoi vous avez lancé la page couverture de l'album et aucune musique? Parce qu'on dirait que c'était stratégique. Oui. Très souvent, les gens ont tendance à lancer la musique un peu, mais lorsque je me suis assis avec mon graphiste, en fait, on voulait vraiment créer toute une campagne marketing. Et dans la campagne marketing, c'était bien entendu étape par étape. Et très souvent, les gens se disent, bon, voilà, j'ai entendu une chanson,
Mais on vit dans un monde qui est beaucoup plus visuel, positif. On se retrouve vraiment, et les gens sont un peu saturés au niveau de la musique, il y en a toujours, il y en a toujours, il y en a toujours. Donc on voulait capter l'attention des gens par leur regard déjà. Quand les gens se baladent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, Instagram qui a pris de l'ampleur justement pour ça, c'est parce que les gens veulent voir. Ils veulent voir. Les gens veulent voir. Donc l'idée un peu de lancer la pochette avant, c'était parce que quand les gens vont passer sur leurs réseaux sociaux, s'ils voient une chanson, il faut aller appuyer sur le bouton jouer pour écouter la chanson. Et la majorité des gens ne vont pas le faire. Mais une photo, ça passe. Ça passe. Tout le monde va s'arrêter, regarder la photo. Même s'ils n'aiment pas nécessairement la photo, ils vont voir la photo. Fait qu'automatiquement, les gens se disent « Ah, une nouvelle pochette, il y a un nouvel album qui va sortir bientôt. » Donc là, maintenant, les gens qui sont intéressés vont se dire « J'ai vu la pochette, ça a l'air super intéressant. La pochette a capté mon attention. Je me demande à quoi va ressembler le son. » Donc là, les gens maintenant vont aller à la prochaine étape de se dire « Ah, on va écouter le son. » Donc là, quand on sort le premier single, les gens ont déjà une idée. Les gens associent déjà la pochette à la chanson, la pochette à la chanson. Effectivement. Puis, surtout qu'on voyait que tu es devenu un homme. Ton dernier album, Genesis. Généris, oui. Généris, je dis tout en Génésis. Oui, je sais. Mais... C'était un peu le jeu. Oui, le jeu de mots. Tu fais une cassure entre le jeune homme que tu étais et l'homme que tu es devenu. Oui. Pourquoi est-ce que c'est ça que tu voulais démontrer sur cette pochette d'album? Oui, énormément. Je voulais absolument faire ça. C'est pour ça que la pochette était un peu épurée, un peu plus classe. Parce que je voulais faire un album qui était représentatif du style de vie que j'avais et du type de personne que j'étais devenu. J'ai commencé ma carrière, j'étais dans le rap. En 2006, on faisait Renaissance et tout. Donc, on a commencé la rap, rhythm and poetry. Mais je me suis concentré énormément sur le côté poétique aussi de mon art. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là que je voulais un album qui était ouvert d'esprit, qui était objectif et qui pouvait toucher la majorité des gens. Je cherchais à faire un lien entre les amateurs de littérature et les amateurs de musique. Ah. Donc, c'était vraiment ça mon idée de départ avec cet album-là. C'est pour ça que les textes sont super pensés. J'ai pris le temps d'écrire les textes et que la musique aussi est faite en conséquence pour venir emballer les textes. Est-ce que tu as senti que les gens ont apprécié, ont adopté cette nouvelle facette, cette nouvelle personne que tu es devenue? Oui. Et ça m'a même surpris parce que Perles et Paraboles, c'était un exutoire pour moi. C'était un test. C'était pour moi de me dire, bon, j'ai fait Généris, ça a donné ce que ça a donné. Maintenant, je vais faire quelque chose pour moi. Pas nécessairement en pensant à ce que l'industrie aimerait avoir, pas nécessairement en pensant à ce qu'on attend d'un album de rap ou quoi que ce soit. J'ai dit, je voulais faire quelque chose pour moi. Je ne voulais pas me limiter. J'ai une culture assez générale, j'ai une culture assez large, donc je voulais faire un album aussi qui était représentatif de cela. Donc. Et les gens ont super bien réagi. J'ai encore des dates de spectacle, je suis encore en tournée 2 ans après la sortie de l'album. Donc c'est pour dire que j'ai une superbe réaction des médias, j'ai une superbe réaction du public, à travers le pays aussi, ce qui m'a vraiment fait plaisir parce que c'est un album que j'ai fait au départ vraiment en me disant, bon voilà, je veux faire ça. Ça, qui vient du cœur. Oui, je veux faire quelque chose qui vient du cœur. Et c'est là vraiment aussi que tu grandis dans le processus quand tu te rends compte que, en cherchant vraiment à faire tomber les barrières, à faire quelque chose qui venait du cœur, c'est là vraiment que j'ai eu la plus grosse réception du public. Parce que les gens l'ont senti. Les gens ont senti ma vulnérabilité dans les textes, les gens ont senti ma sensibilité, les gens ont appris vraiment à me connaître à travers cet album-là, au niveau de ma manière de penser, de ma manière de me sentir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont accroché là-dessus. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je leur demande, c'est quoi ta chanson préférée? Il y a eu tellement de réactions par rapport à Perles et Paraboles, ça t'a amené à faire le tour du monde et le tour du Canada quasiment. On te suit sur les médias sociaux et tu as été dans plusieurs endroits au Canada. Est-ce que tu as pu découvrir le pays avec toute cette belle tournée que tu as eue? Oh oui. Ce que j'aime faire, du fait que j'aime beaucoup voyager, c'est qu'à chaque fois que j'arrive dans un endroit, j'essaie toujours d'arriver, quand c'est possible, bien entendu, 2 à 3 jours à l'avance. Question de me balader, de me familiariser, de me mettre un peu confortable dans le bain avant justement de rentrer dans ma période ultra mouvementée. Et partout où je vais, j'essaie de faire ça. J'essaie vraiment de prendre le temps. Et si je découvre un endroit que je n'ai pas la chance justement de visiter, je sais que je le mets sur ma liste en me disant qu'il faut que j'y retourne. Et est-ce que tu trouves que la réceptivité des Français, des Européens est positive par rapport à des Canadiens? Oui, elle l'est. Et je sais que c'est drôle à dire, mais l'un des plus gros challenges que j'ai eu la première fois que j'ai commencé à m'exporter vers l'Europe, qui était essentiellement fin 2012, début 2013, le plus gros problème que j'avais, c'était de faire comprendre aux gens que je suis de l'Ontario francophone. Parce que la majorité des gens, « Ah, t'es du Québec ?» Non, je ne suis pas du Québec. Je suis de l'Ontario. Mais c'est anglophone? Oui. Mais tu parles français? Oui. Et tu chantes en français? Et tu viens d'Ontario? Oui. Et quelques minutes plus tard, dans une conversation, « Ah, je présente Yao, il vient du Québec. » Non, je ne viens pas du Québec. Et c'était vraiment la difficulté, mais
À l'international, la musique est universelle. La musique est universelle. J'ai grandi en écoutant des chansons en anglais, mais je ne comprenais pas de l'anglais à l'époque encore. Donc, j'écoute vraiment de tout. Et à l'international, c'est un peu la même chose. Les gens prennent le temps d'écouter, les gens prennent le temps d'être surpris aussi. De se dire, oh wow, il y a de la musique francophone qui se fait ailleurs, qui est de qualité. Et vraiment aussi, l'approche aussi qui vient avec les gens. Je trouve que la culture européenne est très poussée vers l'apprentissage, ou les connaissances, j'aurais dire. Ils cherchent toujours à découvrir. Un peu comme toi. Oui, et j'ai cette mentalité-là, j'ai grandi dans cette culture-là aussi. Et c'est drôle parce que une des choses que j'ai observées, c'est mon observation personnelle. Mais au Canada, par exemple, et aux États-Unis, les gens ont tendance à mettre sur leurs réseaux sociaux, à poster sur leurs réseaux sociaux ce que la majorité des gens vont poster. Voilà, On se copie. Voilà. Tandis qu'en Europe, c'est presque un mérite de poster quelque chose que quelqu'un ne connaît pas. C'est la réalisation que j'en ai faite. Donc en Europe, ils ont très souvent l'habitude, et je regarde tous mes amis européens justement que j'ai dans mes réseaux sociaux, ils vont toujours poster quelque chose en se disant « j'espère que je suis le premier à poster ça ». Oui. Ils veulent être à l'affût, ils veulent Voilà, informer. ils sont toujours à l'affût, ils sont toujours au courant de tout ce qui se passe. Donc il y a cette mentalité aussi qui fait qu'ils sont très consommateurs. Ils sont très consommateurs de musique. Seulement 20% de la musique consommée à travers le monde est consommée en Amérique du Nord. Wow. Seulement 20%. Les statistiques le disent. Alors, c'est pour ça que tu veux t'exporter là-bas ou tu commences à t'exporter? C'est important de s'exporter. On ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On regarde avec les plus gros artistes américains, même qui commencent par faire sortir leur album en Angleterre avant même de les faire sortir aux États-Unis. C'est pour dire aussi que oui. l'export, c'est un peu ça. Puis, en voyageant, tu as été dans plusieurs studios. D'ailleurs, un studio où Michael Jackson a enregistré, Corneille a enregistré son album. Comment on se sent d'être entouré par des personnes qu'on admire quand on est dans un studio où on est en période de création? Tu le mentionnes et j'ai des frissons. C'est vrai parce que tu rentres dans ces endroits-là, mais je pense que le plus important, c'est l'humilité qui vient avec. Parce que tu arrives, tu as ton idée, tu as ton processus de création et tout, mais tu as toutes ces plaques sur le mur, tu as ces disques d'or et tu as ce réalisateur devant toi, tu as ce producteur devant toi en te disant... Ils en ont vu. Oui. Ils en ont vu et ils savent ce qu'ils font. Donc vraiment, tu arrives dans cet esprit de... Je veux être humble. Oui. Je veux être à la hauteur. Exactement, et c'est vraiment ça, mais en même temps, tu as cette fierté, tu as cette énergie aussi qui t'accompagne de rentrer, de voir sur le mur, Phase One à Toronto justement, de voir sur le mur Michael Jackson, Choclair, 50 Cent, Ludacris, vraiment Julie Black. Et tu vois tous ces artistes, ces artistes canadiens, américains. Quand on a parlé justement Corneille, Camaro, la première fois que je suis rentré dans ces studios-là, et de me dire « Waouh, Corneille a enregistré tel album ici, Camaro a enregistré tel album ici. » Et d'avoir aussi cette perspective-là et de pouvoir en parler avec le producteur justement et de dire « Ah, mais comment ça s'est passé ce processus-là? Comment c'était ça? » Et ils te le décrivent. Et tu es là, tu as l'impression d'être un enfant dans un magasin de bonbons, là, tu as les yeux comme ça. De se dire « Ah non, on avait fait ça comme ça, on avait découvert ça comme ça. » Donc tu es là, tu te dis Oui. Et toi, tu as déjà été... ça fait longtemps qu'on se connaît. Je t'ai connue quand tu venais juste de sortir de la salle. Et moi, je te pensais comédien initialement. Et je me suis dit, quand je t'ai vu chanter pour la première fois, j'ai dit, mon Dieu, comme je disais tout à l'heure au début de l'émission, que tu as plusieurs talents. Maintenant, tu es rendu un mentor. Non seulement un mentor, tu es un juge. Tu as été un juge pour Idole Saint-Jean cette année. Comment tu as trouvé, comment tu as aimé être dans le rôle d'être un juge à d'autres enfants? Ma mère, juste petite parenthèse, ma mère m'a dit un jour, si elle pouvait me cloner, elle le ferait. Comme ça, je peux faire toutes les choses que je veux faire dans la vie. Je suis un de ces enfants-là. Je ne suis pas hyperactif, même si, techniquement, oui. Techniquement, oui. Je suis sûre que tu es hyperactif. Je le suis. Mais dans cette perspective de toujours vouloir explorer, de toujours vouloir découvrir, j'aime toucher énormément de choses. Ma mère aussi m'a toujours poussé à explorer. Je ne me mets pas de limite, en fait. Tu veux le faire, vas-y, fais-le. J'ai fait de la gymnastique à un moment dans ma vie. Donc... Oui. Juste pour donner une idée. Mais pour moi, c'est être juge, être mentor, c'est un peu retourner aux sources. Regardez par exemple Idole Saint-Jean ou les concours oratoires des galas des centres petits jeunesse. Je suis passé par là. J'ai fait ce même processus. Donc, c'est un peu savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Et de découvrir aussi, d'être capable de donner aux jeunes qui viennent après moi justement la même énergie et
le même encadrement que moi-même, j'ai eu la chance de recevoir à travers certaines personnes. Et il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées durant ces processus-là qui, jusqu'à aujourd'hui encore, sont présents dans ma vie. Et quand tu as la chance de revoir des jeunes qui passent à travers le même processus que toi, qui se cherchent, qui se disent, oh, bon, voilà, j'ai un concours oratoire, j'ai un concours de chant, qu'est-ce qui se passe après ça? Vraiment de prendre la chance de leur dire, ça va aller. Tu sais, j'étais comme toi. Et eux aussi se disent, ah, ok. Comment tu t'y es pris? Fait que ça leur donne des directives, ça leur donne de l'encadrement et pour moi, c'est important de redonner à la communauté. C'est énormément important. Et tu redonnes non seulement à la communauté, à ta famille. On voit sur tes plateformes sociales, tu ne partages pas beaucoup de selfies, mais tu partages beaucoup de photos avec ta nièce, tes sœurs, ta famille. Pourquoi partager ces moments en famille quand tu en partages très peu de ta vie? Je te dirais que tu partages beaucoup sur ta vie d'artiste et non de ta famille. Oui, ma vie personnelle, je suis ce genre de personne qui dit ma vie personnelle, c'est ma vie personnelle. De temps à autre, il y aura quelques petites ébauches qui vont apparaître ici et là, mais en tant qu'artiste aussi, je pense que c'est important de montrer ce côté-là de qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, au-delà la musique, au-delà le théâtre, au-delà le slam, je suis une personne très familiale. C'est vraiment l'aspect pour moi de le montrer sur les réseaux sociaux pour dire aux gens, bon voilà, je suis un peu artiste aussi, mais inviter les gens dans mon monde. Et c'est ça les réseaux sociaux. C'est partager justement, c'est inviter les gens dans mon monde aussi et de dire, bon voilà, vous me voyez en studio, mais au-delà du studio, je passe beaucoup de temps en famille, je passe beaucoup de temps en nature, je passe beaucoup de temps avec les amis. Je prends le temps de le faire parce que oui, j'ai un horaire super chargé, mais il faut savoir se ressourcer aussi. Oui. En parlant de ressourcement, je l'ai découvert sur tes plateformes sociales récemment que tu adores le plein air. Ouais. C'est drôle, on t'associe pas avec le plein air. Pourquoi tu retournes dans la nature pour te ressourcer? J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je me rappelle toujours d'ouvrir mes fenêtres et voir la mer, de voir l'eau au bout de la plage, de voir à 10 minutes de la plage. Donc, j'ai toujours eu ce côté-là. Et c'est mes parents, en fait, qui m'ont surtout inculqué ça. Je me rappelle, moi, à l'époque, comment je demandais, par exemple, à Noël d'avoir une Super Nintendo. Oui, on parle de Super Nintendo. Oui, ça fait longtemps. Oui, d'avoir une Super Nintendo. Mes parents, ils m'achetaient des raquettes de tennis de plage. Wow. En me disant, non, mon fils, tu ne tasseras pas à la maison, sors. À pitonner, sors. C'est exactement, sors, va vivre, explore et tout et tout. Et la nature, c'est vraiment ce moment de ressourcement, c'est ce moment de calme, c'est ce moment d'humilité aussi, de se dire, de se retrouver face à la beauté de la nature et de se voir un peu comme un pion, justement, dans cet univers qui est si large. Et j'adore la nature pour ça. Sortir de la ville un peu. Est-ce que ça influence tes textes également? Énormément. Énormément. Je crée beaucoup de contrastes dans mes textes, dans ma vie, dans mes textes, dans ma manière de fonctionner. Et ça, c'est un des contrastes justement que j'aime créer énormément. J'aime prendre le temps, par exemple, quand je suis en ville, d'aller, quand je suis à Ottawa, d'aller à Nepeans Point super tôt le matin, voir le lever du soleil sur le Parlement. Je vais prendre le temps de le faire. Mais je vais aussi prendre le temps d'aller m'asseoir dans un petit chalet à Tewksbury, au bord de l'eau, aller rentrer dans l'eau jusqu'aux cuisses pour aller pêcher justement dans la rivière. Donc, vraiment prendre le temps de le faire aussi pour créer justement ce décalage-là, pour ne pas rester limité dans cette manière de fonctionner, dans cette manière de penser. Toujours chercher à explorer, à devenir une meilleure personne aussi. Et ça passe par là, selon moi, c'est mon humble avis, ça passe par là de se dire, retourne en nature. Va t'asseoir au bord de l'eau, pieds nus, réfléchis, introspecte, pose-toi des questions. Quelles sont des questions que tu te poses? Je suis très introspectif. Donc, je me pose toujours des questions à savoir est-ce que je suis fidèle à moi-même, les valeurs, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour moi-même, pour ma vie, pour ma santé, pour ma famille, pour mes amis, le futur. Je sais que le futur, on dit, dans une chanson, j'écrivais justement, pour certains, c'est le passé qui les tourmente, tandis que d'autres, c'est le futur. Et toi, c'est lequel? Moi, c'est le futur. Je suis un gars du futur. Je suis un gars qui est énormément, qui planifie beaucoup, qui organise beaucoup, qui projette beaucoup, beaucoup de stratégie. Et c'est dans cette perspective-là aussi que j'ai appris qu'il est important pour moi de vivre le moment présent. Le Petit Prince disait que l'aujourd'hui est le futur que l'on craignait hier. Effectivement, puis toi, tu es toujours tu vis le moment présent et tu planifies le futur également. Je planifie le futur. J'ai travaillé beaucoup.
j'ai travaillé dans le secteur des services financiers, j'ai travaillé à la banque, j'ai travaillé au gouvernement. J'étais vraiment dans ce cadre 9 à 5 énormément et je travaillais énormément des 9 à 11, des fois des 7 à 11, des fois le soir. Et à un moment donné, j'ai eu un peu ce breakdown, ce burn-out, comme on dit, à force d'essayer toujours. Et à un moment, je me suis dit, je fais tout ça, mais pourquoi? La vie est courte, en fait. Et des fois, c'est important de te le rappeler aussi. Et de vivre ces expériences-là et de me dire, bon, voilà, je laisse tout, je quitte mon emploi, je vends ma maison, je vends la voiture, vraiment, je débarrasse et puis je vis. Tu en fais mention aussi sur ta page Instagram, tu dis quit work. Make music. Make music. Est-ce que c'est ta citation sur laquelle que tu bases ta vie? C'est ce que j'ai fait, hein. C'est un peu ce que j'ai fait. J'ai quitté la banque. J'étais banquier senior à Scotiabank. J'ai quitté la banque en me disant, voilà, la musique semble à prendre le dessus. Prendre le dessus, justement. Et je sais que c'est quelque chose que je veux faire. Je me rappelle déjà à 15 ans, j'avais fait une émission de télévision qui s'appelait L'École des rêves. Et dans l'émission, j'étais en théâtre à cette époque-là. J'étais en théâtre au Centre d'excellence artistique de Delacelle et on m'a demandé qu'est-ce que je veux faire plus tard dans la vie. Et à 15 ans, j'avais répondu, je vais être homme d'affaires. Fort probablement quelque chose relié aux arts. Parce que tu es un homme d'affaires. Ça, on le voit très bien dans les médias sociaux parce que tu fais toujours le mariage entre le côté business des affaires et aussi les arts. Est-ce que tu trouves que c'est un mariage qui n'est pas évident à établir parce qu'il n'y a pas un livre qui te dit comment être homme d'affaires dans les arts? Ouais. On évolue dans une culture aujourd'hui beaucoup plus de ce qu'on appelle les artistes entrepreneurs. La musique, on n'est plus à l'époque de « je fais de la musique, quelqu'un va me découvrir ». Ce format-là ne marche plus. Soyons francs. D'où vient l'importance des plateformes sociales, des YouTube? Exactement. On voit beaucoup d'artistes indépendants qui apparaissent. Mais être artiste aussi, et de comprendre que être artiste, c'est une carrière, c'est un emploi. À temps plein? C'est un emploi à temps plein. Même plus qu'à temps plein. De se dire, par exemple, que l'été dernier, j'ai déménagé à Montréal. Bon, il y a 2 étés, j'avais déménagé à Montréal pour travailler sur mon dernier album. Et j'étais en studio du lundi au vendredi. Wow. Comme tout le monde. C'est un emploi. Et dans cette perspective-là aussi, de chercher cette longévité-là, c'est là qu'on prend contrôle justement et qu'on se dit, bon voilà, et qu'on commence à s'asseoir et de se dire, bon, je suis artiste, mais je veux être artiste à long terme. Donc, de s'asseoir, mais où est-ce que je veux que ma carrière aille? Qu'est-ce que je veux faire dans la prochaine année? Qu'est-ce que je veux accomplir dans les prochains 3 ans, dans les prochains 5 ans? Et de vraiment de se dire, bon voilà, je vais me faire un plan d'affaires. Et c'est drôle à dire des fois, mais un plan d'affaires, en fait, c'est juste un plan d'affaires. En musique, c'est un plan de carrière. Et comme n'importe qui va rentrer dans un emploi va se dire, voilà, je veux faire un plan de carrière, je rentre à tel poste. Dans 1 an et demi, j'aimerais être à tel poste. Peut-être que dans 5 ans, je vais changer de compagnie, je vais aller travailler pour telle autre compagnie. On a tous des ambitions. Dans la musique aussi, c'est un peu la même chose. Et c'est pour ça, justement, que ça devient beaucoup plus facile de marier le côté business et le côté musique, parce que, justement, les deux vont de pair. Tu fais ton plan de carrière, je me dis, par exemple, je sais que, voilà, je vais faire sortir un nouvel album en 2016. Donc, déjà, en 2015, je suis en train de faire les étapes pour que l'album sorte en 2016. J'ai déjà rencontré mon graphiste 1 an à l'avance. J'ai déjà commencé à 1 an et demi à l'avance à travailler sur justement la pré-production, l'atmosphère que j'aimerais avoir. Donc, tu fais ce plan de carrière-là, c'est ça qui facilite le mariage. Et en parlant de plan de carrière, tu travailles beaucoup en collaboration avec d'autres artistes. Tu as travaillé avec Le R, tu as travaillé avec Julie Kim Baudry, qui vient des Chiclettes, qui est très bien reconnue, et également d'autres artistes franco-ontariens. Quels sont tes coups de cœur avec lesquels tu as commencé à travailler comme artiste? Je sais que je veux retravailler avec Le R. Pourquoi? J'adore sa musique. J'adore ce qu'il fait. On se complémente énormément aussi dans nos styles, dans notre manière de fonctionner. Et j'ai beaucoup de respect pour lui. Je sais que je veux retravailler avec Le R. Je sais que je veux retravailler avec Julie Kim. Julie Kim et moi sur scène, c'est... C'est terrible. Les gens me l'ont dit à plusieurs reprises. Ils m'ont dit, Yao, toi et Julie Kim, vous complémentez vos voix. Elle a une voix super soul. Moi, je suis baryton grave, donc ça fait un super beau mariage. On voit justement à l'écran une performance que vous avez faite dans un café. Oui. Ça venait d'où? On voyait qu'elle a été hantée par tes propos. Tu dansais. C'était vraiment dans un petit café. Oui, on a fait plusieurs spectacles, en fait. À chaque fois que je fais un spectacle dans la région de Toronto,
J'invite Julie Kim. J'invite Julie Kim à monter sur scène, la Franco-Fête, le Centre français de Hamilton. On a fait un spectacle encore avec Julie Kim là-bas. Le festival French Connection, justement, qu'on a fait aussi dans la région de Toronto. Donc, à chaque fois, je ramène Julie Kim et j'adore travailler avec cette femme. Mais en termes d'artistes avec qui j'aimerais beaucoup travailler, je sais qu'il y a Céleste Lévy avec qui j'aimerais travailler. Il y a Samian, du côté de Montréal, du côté de Québec, du groupe 7e Ciel, avec Coria, Sanodadje et tout, aussi, avec qui j'aimerais beaucoup travailler pour son approche et pour sa perspective aussi. C'est un artiste qui a quelque chose à dire. Et j'aime beaucoup travailler avec des artistes qui ont quelque chose à dire. Des artistes qui sont prêts non seulement à explorer, à sortir de leur zone de confort. Je viens d'ailleurs de faire un featuring avec Chuck Label. Chuck Label? Oui, wow, très country. Exactement. Très différent. Exactement. La chanson devrait sortir dans les mois qui viennent. Mais dans cette perspective-là, je sais que j'ai ces artistes-là avec qui je veux travailler absolument. Des musiciens aussi avec qui je veux travailler, qui sont aussi artistes comme Cécile Doukangué, justement, avec qui j'aimerais travailler aussi. Il y a une chose que j'adore chez toi, Yao, c'est que tu aimes la musique instrumentale. Ouais. Et tu utilises beaucoup le violon, la contrebasse. Tu es très soul. Tu sais, ça me fait penser le groupe Roots. D'où est venu cet amour pour la musique traditionnelle? Moi, je l'appelle plus traditionnelle parce qu'on entend beaucoup de sons synthétiques ces temps-ci. Ouais. À 10 ans, j'ai reçu un piano. De ma mère. De ta mère. Ma mère et de mon père. J'ai reçu un piano, j'ai reçu un petit keyboard. Là. Donc, j'ai commencé à être autodidacte et tout, avec plein de petits samples. Des fois, j'avais les Beatles en samples, Let It Be que je faisais jouer, puis je jouais par-dessus, tout ça. Donc, dans cette perspective-là aussi, je suis togolais d'origine, je suis né en Côte d'Ivoire, dans la culture ouest-africaine, c'est beaucoup de musique instrumentale. Donc, j'ai grandi dans cette perspective-là. Et pour moi, on dit bien musique. Qui dit musique dit instrument de musique. Donc, pour moi, c'est une connexion de base, de me dire, si je veux du piano, je veux entendre du piano. Si vous entendez de la guitare, je veux que ce soit un guitariste en studio qui joue. Si vous entendez une guitare basse, je veux que ce soit un bassiste qui joue. Donc, pour moi, dans cette perspective-là, après, on peut aller rajouter les sons synthétiques et tout, on peut aller rajouter les synths et tout, mais à la base, je veux que la musique reste ce qu'elle est. Un des mariages que je trouve que tu as bien illustré sur ta plateforme sociale, c'est ton habit traditionnel et aussi un spectacle que tu faisais au Canada. On n'a pas tendance à te voir dans une toge traditionnelle africaine. C'était quel événement? C'était pour l'assemblée annuelle de la Commission canadienne de l'UNESCO. Donc, j'avais reçu une invitation pour faire un spectacle qui était essentiellement un spectacle de poésie. Donc, je suis parti avec mon violoniste, Olivier Philippe-Auguste. Qui est excellent. Ça fait 13-14 ans que je joue avec lui. Chaque fois qu'on me voit en spectacle que j'ai un violoniste, c'est avec Olivier. Oui. Sur l'album, c'est Olivier. Et j'étais parti avec lui. J'ai un peu plusieurs vies. Et c'est ça qui est surtout intéressant parce que les gens le remarquent un peu à travers les réseaux sociaux, justement. Oui. J'ai ce côté poésie. Je fais des spectacles de poésie et très souvent, ça va être dans des environnements pas restreints nécessairement, mais ça va être pour des organismes, ça va être pour des spectacles privés ou des compétitions de slam, bien entendu. Mais c'était pour ce spectacle-là et j'ai fait un extrait d'une pièce que j'ai montée qui s'appelle Négritude et métissage. Pièce qu'on a fait en février dernier et qu'on va sûrement refaire dans les mois parce qui que viennent. C'était un succès fou. Quasiment un guichet fermé, il faut le dire. On a reçu plusieurs invitations de personnes qui disent on veut le refaire, même des particuliers, des gens en privé qui disent écoute, quand est-ce que vous le refaites? Je dis je ne sais pas, mais des personnes en privé qui disent moi je suis prêt à payer pour que vous veniez faire le spectacle. Puis j'invite plein de gens. C'était super. Super spectacle. Et je leur ai fait un extrait de Négritude et métissage. Négritude et métissage qui était un peu cette question de se dire pour quelqu'un de métissé culturellement, pour quelqu'un qui vit à Ottawa, qui vit au Canada, qui est un pays énormément métissage, il y a énormément de métissage, ça veut dire quoi être noir? D'où un peu le côté négritude. On a vu tout le mouvement politique justement de la négritude, les grands auteurs, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon Damas, donc plein de grands auteurs qui avaient cette perspective de ce que ça voulait dire être noir, qui étaient eux-mêmes dans une perspective qui était assez différente aussi, chacun, les uns des autres. Et aujourd'hui avec le métissage, qu'est-ce que ça donne? Donc c'était un peu ça de reprendre les grands textes des grands poètes, de les mélanger avec nos textes de perspective de jeunes auteurs, justement, de jeunes auteurs noirs d'aujourd'hui, et de parler justement au monde en général, en termes de métissage, pas juste aux convertis.
Tu parles de métissage, il y a un métissage culturel, multiethnique ici dans la capitale même, que tu représentes bien dans ta musique. Ouais. Comment vois-tu l'avenir de la capitale avec ce métissage? L'Ontario, déjà francophone, ne va que continuer à être métissé. Je suis très statistique. Hein. Alors, donne-moi les stats. Une personne sur trois qui s'installe dans la région de Toronto, qui est d'origine culturelle, est francophone. Donc, ça ne peut qu'aller en évoluant. Et il y a des statistiques qui le montrent. Pratiquement 40% de personnes qui vivent en Ontario francophone se disent justement d'origine culturelle, que ce soit de l'Asie et tout. Donc, on change. Ça ne peut que créer un mélange exquis. Je pense que c'est le meilleur mot que je peux dire parce que on découvre de nouveaux trucs. Au niveau culinaire, déjà, je suis un amateur de bouffe. Hein. On s'entend. On le voit sur les médias sociaux. On s'entend. Hein? Tu fais de la bouffe en passant? Oui, j'adore cuisiner. J'adore cuisiner. Je devrais en poster plus souvent. Oui, plus souvent. On aimerait savoir ton côté gastronomique davantage. Gastronomique, je devrais. Mais ça ne peut qu'aller en montant. Parce que la musique un peu évolue, le monde un peu évolue dans ça. Je suis ce métissage culturel justement en cherchant à marier des instruments africains avec des instruments classiques. En cherchant, je me rappelle, pendant 2 ans, on a fait une tournée avec une formation acoustique où c'était djembé d'Erbouka. D'Erbouka, qui est le tam-tam de l'Afrique du Nord. Djembé d'Erbouka, flûte traversière, violon et guitare. Et pendant 2 ans, on avait ce format-là qui créait des sons un peu différents, un univers complètement différent qui fait que quand les gens viennent en spectacle, ils s'attendent à autre chose. Et c'est vraiment ça que j'envisage et que je vois pour la région d'Ottawa parce qu'on voit de plus en plus de nouveaux artistes qui apparaissent avec des styles un peu plus métissés, des styles un peu plus différents. Et c'est beau à voir. C'est beau à voir, c'est beau à écouter, c'est beau d'arriver à un festival et de se dire que je voyage le monde à travers la musique. Mais qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes qui te regardent présentement, qui sont en train d'aller sur Google faire Yao ou Yaovi, parce que c'est ton nom également. Quel est le message que tu veux les envoyer? Je dirais de planifier, de prendre le temps, de chercher à se ressourcer. Vraiment de se dire, si tu veux le faire, de prendre le temps de se dire qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour le faire. Et d'aller chercher les ressources qui vont venir avec. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, le dit le proverbe. Et je pense que c'est la meilleure chose que je pourrais dire aux jeunes, de se dire, de prendre le temps et d'être sûr de ce qu'ils veulent faire. Parce que très souvent, on se laisse influencer, mais lorsqu'on veut faire quelque chose et qu'on aime ce qu'on fait, on va toujours trouver le moyen de le faire. Et on va toujours trouver le moyen d'évoluer. Et de déterminer pour eux-mêmes c'est quoi le succès. Merci Yao d'avoir partagé tout ton succce et toute ta connaissance. Merci à toi. Alors, on va te suivre davantage sur tes plateformes sociales et attendre ce nouvel album que tu vas lancer bientôt. Nouvel album, on y travaille. Ka-ching, Merci. ka-ching. Ka-ching, ka-ching. Ça, c'est le code pour Top Secret. Merci Yao. Merci beaucoup, Salut.